Bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier chapitre, c'est-à-dire le chapitre 11 en Terminal STI 2D. Alors je dis dernier chapitre, c'est pas tout à fait le dernier chapitre, mais ce sera le dernier chapitre avant les épreuves écrites. C'est-à-dire que celui-là, en fait, après celui-là, il y aura d'autres vidéos, mais elles ne pourront pas tomber pour l'épreuve écrite du mois de mars. Donc ici, ce dernier, ça s'intitulera donc énergie transportée par la lumière. Alors je le fais en dernier tout simplement parce que, en fait, ce chapitre-là va faire la synthèse de beaucoup de choses. Les ondes, il va faire la synthèse avec les conversions thermiques avec qu'on avait déjà vu, donc les transferts thermiques, et en même temps un peu d'électricité. Donc celui-là il fait vraiment appel à tout ce que l'on a vu depuis le début de l'année. Alors donc on va d'abord voir premièrement donc les caractéristiques du photon. Alors tout simplement ce sont des rappels de première, ce sont des choses que l'on a déjà vues l'année dernière. Alors en fait on s'aperçoit que la lumière c'est une onde électromagnétique. Par contre dans certains cas on va pouvoir aussi la considérer plutôt comme étant un flux de particules, c'est-à-dire des particules que l'on va nommer les photons. Voilà, alors il y a deux moyens de voir la lumière, soit on va la voir soit sous forme d'onde, soit sous la forme de particules. Alors vous le verrez pas, mais en fait on pourra considérer que la lumière en fait, ce sont les deux à la fois, c'est ce qu'on appellera donc la dualité onde-particule. Alors, on va pouvoir noter donc que pour interpréter ce qu'on appelait l'effet photoélectrique, ce qu'on aura vu en classe sous forme d'activité, Albert Einstein fait en 1905 l'hypothèse révolutionnaire que la lumière peut être vue justement comme un flux de particules que nous on va appeler donc les photons. Voilà. Alors donc ici, ça va être dans le cadre de ce qu'on appelle le modèle particulaire. Si on est dans un modèle particulaire, on va pouvoir associer à chaque photo un rayonnement monochromatique, donc c'est-à-dire qui comporte qu'une seule longueur d'onde, de fréquence f ou de longueur d'onde lambda, ça dépend de la manière dont on va le présenter, et donc qui va être forcément unique. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce photon? Ce caractéristique de ce photon, premièrement, c'est qu'il a une masse nulle. La lumière, c'est une particule, par contre, qui ne va pas posséder de masse. Donc c'est une particule qui ne va pas posséder de masse, ça c'est une des premières caractéristiques du photon. La deuxième, c'est qu'il va se déplacer toujours à la même vitesse, quel que soit quoi qu'il arrive. Et cette vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Cette vitesse de la lumière, on va la noter c minuscule. Et puis vous devez savoir que c est environ égal à 3,0 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. S'il y a bien une constante à connaître, c'est bien celle-ci. 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, ça sera pas toujours redonné, donc c'est quelque chose qu'il faut connaître. Et donc, ce photon, il a une masse nulle, il se déplace à la même vitesse, mais par contre, il va posséder une énergie. Alors l'énergie, on peut la noter de différentes manières, mais là, moi, je la noterai de la manière suivante, delta E. Et donc son énergie ne va dépendre uniquement que de sa fréquence. Alors on va pouvoir noter donc la formule à retenir, c'est que sa variation d'énergie, je vais peut-être lui laisser un petit peu plus de place, je vais le marquer ici. Donc delta E est égal donc c'est une variation d'énergie, c'est-à-dire que c'est un niveau 2 moins un niveau 1, et donc cette variation-là d'énergie, je vais marquer comme ceci, delta E, ça va être égal à H fois F. H, qu'est-ce que c'est? H, c'est une constante fondamentale qu'on appelle la constante de Planck. Donc ici, c'est la constante de Planck, en hommage à celui qui l'a découverte, qui s'appelait donc Max Planck. On va la noter H, et cette valeur, par contre, elle sera redonnée, ce n'est pas à connaître, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34, et donc l'unité, ce sont des joules secondes. Voilà. Joules secondes. On pourra le déterminer après, comment on va faire pour pouvoir déterminer son unité, mais ce sont des joules secondes. Donc E ou delta E, je vais lui mettre un petit delta ici, ça c'est l'énergie du photon. Donc énergie du photon, donc une énergie se mesure en joules, forcément ici. Alors cette formule-là, on peut des fois la mettre autrement. Alors des fois on peut trouver déjà, alors je vais la réécrire ici, on peut trouver donc E égale H avec une autre valeur, un petite lettre en grec, ça peut être la lettre nu. Donc c'est une sorte de V un peu plus incurvé ici. Donc en fait ça dépend, mais F, des fois on peut le noter nu. Alors pour faire ça, nous en STI2D, on va la noter forcément F, fréquence, comme ça on va jamais se tromper. Mais on peut la noter de cette manière-là. Je sais pas si vous vous souvenez, mais aussi, on avait une relation entre la période, la fréquence, la longueur d'onde et la vitesse de la lumière. Je vous la rappelle, pour s'en souvenir, faut se souvenir que la vitesse, donc ici nous on va la noter c, c'est une distance divisée par une durée. Donc la distance, c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde divisée par la durée, c'est-à-dire la période.
Donc maintenant, je peux aussi savoir que eh bien la période c'est 1 sur 1 sur t, eh bien c'est la fréquence. Donc je peux aussi dire que c égale lambda fois f. Ce qui veut dire que eh bien f eh bien est égal à c sur lambda. Donc maintenant je peux le remplacer dans ma formule. On peut dire que E égale hc sur lambda aussi. Donc tout dépend des données de votre énoncé. Soit on vous donne la fréquence de votre onde, dans ce cas-là vous utilisez hf, soit on vous donne la vitesse de lumière, où il faut la connaître, et la longueur d'onde. Dans ce cas-là, pour calculer l'énergie, eh bien il faudra plutôt utiliser cette formule dans ce sens-là. Alors je vais le marquer ici. Donc dans le cours, donc hf c'est aussi égal à hc sur lambda, avec s la fréquence, toujours. Donc la fréquence qui va se mesurer forcément en Hertz, et lambda, donc ça c'est la longueur d'onde. Donc longueur d'onde, comme c'est une longueur, elle va se mesurer en mètres. Voilà. Alors parfois cette formule on l'appelle la loi de Planck. La loi de Planck parce que c'est justement lui qui l'a découvert. En fait Max Planck c'est le premier scientifique qui a commencé à comprendre que les échanges d'énergie qui peuvent se faire entre la lumière et la matière vont se faire par paquets, c'est-à-dire par une quantité finie, par ce qu'on appelle, ce qu'il a appelé donc un quantum d'énergie. Et c'est ça qui a donné naissance à ce qu'on appellera plus tard la mécanique quantique. Et donc cette mécanique quantique, elle dit qu'en fait justement ces échanges peuvent se faire mais pas de manière continue, c'est-à-dire par paquet, par valeur finie, et toujours la même. Donc ici c'est une valeur qui va dépendre uniquement de la fréquence, et qui va être multipliée par une constante. Et donc, ces échanges ici, ce n'est pas quelque chose qui est continu. Si vous augmentez votre vitesse, par exemple, en voiture, vous allez monter par toutes les vitesses, vous allez de 0 à 100 km par heure, vous allez passer par toutes les vitesses pour y arriver. En mécanique quantique, c'est pas possible. En fait, on va passer par paliers, un peu comme si on montait des escaliers. Les escaliers, on peut être sur une marche ou sur une autre marche, mais on peut pas être entre deux marches, ce n'est pas possible. Et donc, ce début de mécanique quantique a fait la révolution du XXe siècle, au début du XXe siècle. Alors, on va pouvoir noter quand même que les énergies entre lumière et matière se font donc de manière discrète, c'est-à-dire par paquet. Discret, ça veut dire, c'est le contraire de continu. Discrète, ça veut dire par petit échange. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est que, en fait, si je reprends un petit schéma, imaginons que vous avez vu par exemple les couches et les sous-couches, 1s, 2s, etc. En secondes. Si j'ai un électron qui se trouve ici dans un niveau d'énergie, on va dire bas, qu'on va appeler E1, c'est mon E1 de tout à l'heure ici. En fait, s'il veut monter d'énergie, s'il veut atteindre le niveau E2 ici de l'énergie, il n'y a qu'un seul moyen pour pouvoir y arriver. Il va falloir que je lui envoie un photon. Alors pour symboliser qu'on lui envoie un photon, on va faire une petite flèche un peu courbe comme celui-ci. D'accord? Et cette flèche courbe donc va signifier que je vais lui envoyer un photon. Par contre, je peux pas lui envoyer n'importe quel photon. Il faut que je lui envoie un photon qui possède la bonne, la bonne énergie. Donc, faut qu'il ait un delta E égal à H fois F. Et dans ce cas-là, si j'ai la bonne énergie, il va pouvoir monter au niveau ici E2. Donc le delta E, cette flèche que je viens de faire ici, c'est le delta E ici. Donc si je fais un E2 moins E1 qui est égal exactement à la bonne fréquence, mon électron va pouvoir monter d'un niveau d'énergie, et dans ce cas-là, il va être dans ce qu'on appelle un état excité. Donc il va être dans cet état d'énergie E2 qui va être plus élevé qu'au niveau d'énergie E1, et voilà. Donc il lui faut absolument la bonne quantité d'énergie pour qu'il puisse monter. Le problème, c'est que dans la nature, toutes les particules vont essayer d'avoir toujours le niveau d'énergie plus bas. Alors si je prends le cas contraire, c'est-à-dire que par exemple mon électron ici, il est arrivé au niveau E2, en fait ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir maintenant redescendre au niveau E1. Alors il va redescendre au niveau E1. Donc il va faire cette flèche là. Par contre il va pas le faire juste comme ça, il va falloir qu'il perde de l'énergie. Et donc ici il va émettre un autre photon. Donc je vais le faire ici par cette petite flèche courbe. Ça veut dire aussi que j'ai un photon. Alors je vais marquer ici un photon, donc émis. Je vais marquer ici, pardon. Un photon, c'est pas très bien écrit. Donc un photon émis. Par contre ici dans une direction aléatoire, peu importe. Là, je vais peut-être le réécrire, c'est pas très joli. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la désexcitation, c'est-à-dire l'émission spontanée de lumière. Donc ça permet d'expliquer ce que vous avez peut-être vu en seconde, c'est-à-dire les spectres de raies que l'on pouvait observer suivant les matériaux que l'on avait. Donc les spectres de raies, si ça vous rappelle quelque chose, voilà, ça permet d'expliquer ça.
Alors, on va pas aller beaucoup plus loin dans la mécanique quantique, c'est évidemment très compliqué. Et donc nous, on va juste s'intéresser aux deux types de conversion, c'est-à-dire une conversion qu'on va appeler photothermique, c'est-à-dire que la lumière, ça peut chauffer, voilà, tout simplement. Ça va être le principe des capteurs solaires thermiques. Et puis le deuxième chose, ça va être la conversion photovoltaïque, c'est-à-dire que la lumière, on peut aussi créer un courant électrique, c'est-à-dire c'est le principe des panneaux solaires. Alors, comme l'avait dit de dire que 10 minutes, je vais la continuer un petit peu. Alors, on va continuer ici. Donc ici, ça va être très rapide. On vous dit donc, premier cas, donc c'est la conversion photothermique. Alors là, il y a un petit peu de blabla, j'ai mis ça parce que ça me permet d'aller un peu plus vite. Donc, on va essayer de voir le capteur solaire thermique. Alors, il y a des activités documentaires qu'on va faire là-dessus. Donc, on vous dit donc, un capteur solaire thermique est constitué d'un caisson isolant. Donc c'est cette partie qui va se trouver ici. Là, tout ça c'est mon caisson isolant. Alors la flèche qui correspond, c'est celle-ci, on va pouvoir le noter. Donc ici ça va être mon caisson. Voilà. Donc ici c'est le caisson. D'un caisson isolant, d'accord, d'une vitre de verre qui ferme le caisson et piège le rayonnement lumineux par effet de serre. Alors la vitre, elle est ici, on va marquer ici, donc c'est une plaque de verre. Voilà. D'une feuille métallique qui permet donc feuille métallique noire qui absorbe le rayonnement du soleil et la convertit en énergie interne. Alors la plaque métallique noire, si on regarde bien, elle est ici. Donc ici on va pouvoir marquer feuille métallique noire. Voilà. Et puis ensuite, d'un fluide caloporteur. Donc caloporteur, calo, ça fait penser à calor, c'est-à-dire la chaleur. Donc il va permettre de transporter la chaleur, on va dire, qui va donc voir sa température augmenter d'une variation donc delta θ du fait du transfert thermique provenant de la feuille métallique. Globalement, vous allez avoir donc un circuit avec un liquide. La plupart du temps, ça va être de l'eau, hein, voilà, tout simplement. Donc la chaleur du soleil va venir chauffer ici à l'intérieur. Alors l'effet qui va permettre de chauffer, c'est ce que nous on va appeler l'effet de serre. Donc ici, on va dire que je vais avoir, entre guillemets, grâce à l'effet de serre, j'ai quelque chose qui va contenir un gaz qui va être à effet de serre. Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Voilà. Et puis donc il va venir chauffer ce fluide caloporteur, et puis après vous avez un circuit qui va donc permettre donc au fluide caloporteur chaud d'aller chauffer ce qu'il a besoin de chauffer, et puis donc ensuite de revoir ici du froid, un fluide caloporteur froid qui va revenir se faire réchauffer, etc. et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner très rapidement. Donc un capteur solaire thermique. On les voit par exemple, ce sont des ballons qui se trouvent dans le sud, souvent au-dessus des toits, ces petits ballons cylindriques qui existent et qui permettent donc de chauffer et d'avoir une réserve d'eau chaude directement grâce à l'énergie du soleil. Alors, quelle est cette énergie que va recevoir ce fluide caloporteur? Alors ça, on l'avait déjà vu, c'est un rappel. Alors, c'est un transfert énergétique, donc ça, il faut se souvenir, j'espère que vous en souvenez. Donc, cette chaleur, sera égale à Q égale donc mc fois delta t ou delta θ, ça dépend. Alors m, c'est la masse de votre fluide caloporteur, c c'est sa capacité thermique massique, et delta θ, c'est la variation de température qu'il va subir. Alors la plupart du temps, par contre, on la mettra peut-être pas forcément sous cette forme-là, puisque vous devez savoir que, en fait, on va parler plutôt en masse volumique, ρ égale m sur v, ça veut dire que m égale ρ fois v, ce qui veut dire que des fois on la mettra aussi sous la forme ρ v c fois delta θ. Alors un rappel, mais vraiment un rappel, parce que ça j'espère que vous maîtrisez véritablement, hein. C'est-à-dire ce sont les chaînes énergétiques que l'on peut faire ici. Donc le capteur solaire thermique, lui, il va recevoir de l'énergie lumineuse, hein, donc on peut appeler ça aussi énergie rayonnante. Voilà. Et on va avoir une partie qui va être perdue, donc de l'énergie perdue, entre guillemets, hein, évidemment, vous savez qu'on ne peut pas perdre de l'énergie. Donc ça va être sous forme, la plupart du temps, sous forme thermique. On va en perdre un peu aussi sous forme de rayonnement, mais très très peu. Et par contre, l'énergie utile que nous, on va récupérer, ça va être aussi de l'énergie thermique. Petit rappel quand même sur le rendement. Le rendement état, c'est pas bien fait du tout, ça, on va le refaire. Donc le rendement état, c'est quoi? Ça va être dans ce cas-là l'énergie utile sur l'énergie donc que l'on va recevoir. Donc ici ça va être l'énergie thermique du bas, c'est TH du bas. Il faudrait que je le marque peut-être une autre couleur. Énergie thermique, voilà, divisé par l'énergie qui va arriver, c'est-à-dire l'énergie rayonnante ici.
On peut le faire aussi sous forme de puissance, hein, donc puissance thermique sur puissance rayonnante. Voilà. Donc après, il faudra connaître la puissance solaire qu'on a eue, voilà, et calculer eh bien la puissance thermique qu'on a reçue, etc., etc. Voilà. Dernier point, alors je vais aller faire très vite, hein, c'est la conversion photovoltaïque, c'est-à-dire que le fonctionnement est bien des panneaux solaires. Alors, une cellule photovoltaïque, lui, ça va être un dispositif qui va convertir l'énergie du soleil, hein, donc l'énergie rayonnante, non pas cette fois-ci directement en chaleur, qui va être utile, qui va se transformer bien en électricité, hein, tout simplement, donc en énergie électrique. Donc une cellule photovoltaïque est un dispositif qui convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique et qui est utilisé pour la production d'électricité. Alors on va refaire la même chose, on va regarder la chaîne énergétique ainsi que le rendement, il y a une petite différence, mais c'est pas très compliqué. Alors l'énergie de départ c'est toujours la même, hein, c'est l'énergie rayonnante. Donc rayonnante. L'énergie qui va être perdue entre guillemets, eh bien ça va être encore une fois de l'énergie thermique, hein, un petit peu de rayonnement aussi, mais très peu, la plupart du temps ça va être de l'énergie thermique. Et par contre l'énergie que nous on va recevoir, ça va être de l'énergie donc électrique. Voilà. Alors le rendement, en fait, ça va être un petit peu la même chose, je vais le faire juste uniquement sous forme de puissance, parce que c'est pareil sous la forme d'énergie. Par contre, le rendement, donc on va appeler état, eh bien c'est toujours la même chose, hein, c'est la puissance utile. Donc la puissance utile, nous, ça va être l'électrique, divisé par la puissance que l'on a reçue, c'est-à-dire rayonnante. Je vais marquer juste ray ici. Par contre, la petite différence qui va exister ici, c'est que en fait, la puissance électrique, ça va être la puissance maximale que l'on va recueillir, c'est-à-dire Pmax, hein, c'est la puissance maximale, et la puissance rayonnante, la plupart du temps, ça va dépendre de la surface de votre panneau voltaïque, donc on parlera plutôt parfois de puissance surfacique, donc je vais marquer Psurf, fois justement la surface. Donc une puissance surfacique, hein, forcément, ça va être des watts par mètre carré. Ça, ce sera indiqué sur les panneaux solaires. La puissance surfacique de votre panneau solaire, ce sera en watts par mètre carré. Il faudra bien penser à la multiplier pour la surface pour avoir donc la puissance rayonnante qu'il va pouvoir recevoir pour délivrer une puissance maximale. Voilà, j'en ai terminé avec cette partie-là. La deuxième partie est un petit peu plus longue et un peu plus compliquée, donc c'est le point de fonctionnement d'un panneau photovoltaïque, donc je ferai une vidéo directement dessus. Voilà, je vous souhaite bonne journée et à bientôt.